Bonjour, bienvenue au Centre francophone de l'Université de Novi Sad. Je suis ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui une auteure canadienne, québécoise, Marie-Chantal Gariepi, pardon, sorry, désolé, je sais qu'est-ce qui m'est arrivé. Marie-Chantal Gariepi, vous savez parler des noms serbes difficiles, mais me voilà avec un nom canadien difficile. Donc Marie-Chantal Gariepi, qui va nous présenter son livre, publié chez l'éditeur Partizanska knjiga de Kikinda, est traduit par notre étudiante Zorana Ratskov. Nous sommes heureux de les avoir ici et je vais maintenant donner parole à Marie-Chantal Gariepi. Merci. Merci. Non, je faisais cette relation pour parler du sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance à un peuple est certainement une facette ou enfin quelque chose que les Québécois comprennent beaucoup parce qu'on a longtemps fait des luttes indépendantistes et puis on cohabite entre le français et l'anglais. Alors c'est peut-être ce sentiment d'appartenance qui donne un avantage contre l'adversaire. Petite allusion au tennis, là, si vous l'avez manqué. Alors, il faut comprendre que Montréal est une ville de moins de 2 millions d'habitants, dans un pays en comptant plus de 36 millions. Ce qui la distingue aujourd'hui, c'est d'être une capitale culturelle et une oasis pour la langue française. Montréal est aussi une ville multiethnique. D'ailleurs, des vagues de réfugiés bosniaques, serbes, croates et kosovars ont déferlé sur le Québec entre 1993 et 1999. Et malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées à leur descente d'avion, beaucoup sont restés et se sont enracinés dans cette ville qu'ils considèrent maintenant comme la leur. Donc, ils ont gagné le 7. L'immigration serbe culmine à Montréal autour de 1999, alors que je publie mon premier roman et qu'il y a chez vous les bombardements de l'OTAN. On compte environ 5000 personnes d'origine serbe à Montréal et c'est quand même une communauté considérable, je trouve. On voit maintenant les enfants de ces 5000 personnes, on les voit s'installer et vivre à la montréalaise dans cette ville qui est, ma foi, fort accueillante, tout comme ses habitants. Donc pour ma part, je suis écrivain. Chez nous, on dit écrivaine parce qu'on aime bien féminiser. On a même dit, on est même passé maintenant de auteur à autrice. C'est accepté. Donc, je suis écrivaine et directrice littéraire. J'ai reçu le prix Joseph S. Stauffer, qui est un prix canadien qui est remis à un artiste ayant démontré de l'excellence dans sa discipline. Et j'ai été sélectionnée pour le prix France-Québec pour 2 romans. Je ne l'ai pas remporté, mais la sélection, c'est déjà beaucoup quand on écrit qu'on vient d'une partie du monde qui est bien loin de la France. J'ai publié à ce jour une quinzaine de titres, dont un livre jeunesse, 3 romans pour adolescents et le reste en fiction adulte. J'ai aussi signé plusieurs nouvelles dans des collectifs, dans des magazines littéraires, quelques-unes en anglais, mais très peu, et 25 cents, et ma première traduction en serbe. Je le remets, 25 cents. Voilà. Alors, je donne parfois des conférences et des ateliers de création littéraire qui m'ont amené notamment en Belgique, en Nouvelle-Écosse, à Paris, à la Sorbonne, ou d'autres, évidemment au Québec, à Cuba la semaine dernière. Et à l'université, j'ai étudié le journalisme, l'histoire de l'art, la scénarisation et la littérature. Je suis née et je vis à Montréal. J'ai 43 ans et 2 enfants. Voilà pour moi.
je vous montre quelques couvertures de livres. Ça, c'est le livre pour enfants, Le marchand de bêtises. Ce n'est pas moi qui a fait les dessins. Ça, c'est un des 2 livres qui a fait la sélection du prix France-Québec. C'est une histoire de guerre. Les fleurs carnivores. C'est marrant les couvertures de livres parce que dépendamment de l'éditeur, où est l'éditeur dans le monde, les couvertures sont très différentes. Parfois on change les titres, parfois on traduit le nom de l'auteur, c'est merveilleux. Donc ça, c'était en hommage à Nelly Arcan. You've arrived at your destination. Voilà, ça c'était un roman pour ados. Ça aussi. Ça aussi, en jeunesse évidemment. Voilà, ça c'est le prochain qui sort dans 2 semaines. Donc voilà, celui-là, il n'est pas tout petit en vrai, hein, c'est juste la photo. Ok, je remets ça. Donc je travaille principalement le roman, et si j'en suis arrivée à la microfiction avec ce titre-là, ou flash fiction comme on dit en anglais, c'est un peu par hasard. Je travaillais déjà en fait la brièveté. Mes romans font 150 pages, 200 pages au gros maximum. Et ils tournent donc, mes phrases sont courtes, sont incisives. J'aime bien que ça soit assez rythmé. Et je considère que écrire court, c'est pas moins bien qu'écrire des pavés. Écrire, c'est écrire. Et puis, il y a le même travail qui entre dans l'écriture d'une flash fiction, la même réflexion, le même souci de la langue, de la littérarité, que si on écrit un pavé de 1000 pages. Donc, j'ai découvert la microfiction à travers l'œuvre de Lydia Davies, qui est une écrivaine américaine qui vient du Massachusetts. J'ai une photo du livre qui m'a révélé la flash fiction. C'est pas rien, le Man Booker Prize. Après, est-ce qu'on peut dire que la flash fiction est un sous-genre? Non. Si un livre de micro-histoire peut remporter un tel prix, c'est donc que c'est effectivement de la littérature. Il n'y a pas à en douter. J'ai un extrait, je crois, de Lydia Davies. Ouais. Je ne sais pas si on peut le lire en anglais. Et... Oui. The outing. An outburst of anger near the road. A refusal to speak on the path. A silence in the pine woods. A silence across the old railroad bridge. An attempt to be friendly in the water. A refusal to end the argument on the flat stones. A cry of anger on the steep bank of dirt. A weeping among the bushes. C'est fort. C'est vrai que c'est un peu proche de la poésie. Hein. Moi, je ne me réclame pas poète à ce point, mais je trouve qu'en très peu de lignes, on arrive à faire fort avec un texte comme ça. Alors, quand j'ai découvert l'œuvre de Lydia Davies, je me suis dit, je peux faire ça, je veux faire ça et je peux le faire. Et donc, à Montréal, personne en fait ne s'attardait à ce genre littéraire, du moins ce que je sache. Donc, dans mon travail personnel, j'aime particulièrement l'étape de la recherche, puis le travail sur la musicalité de la langue. Ce qui revient toujours dans les critiques de mes livres, c'est, oui, la musicalité. Ensuite, l'étrangeté de mes univers.
Le fait que la géographie est absente de mes histoires, et c'est volontaire, j'extrais la géographie. J'aime bien qu'on ne sache pas où l'histoire se passe. Et il semblerait, on dit souvent, que je parle de choses sérieuses avec légèreté. C'est mon jeu décisif. Je reviens au tennis. Je garde le fil, le thème de notre conférence. La littérature québécoise est dynamique et la littérature féminine québécoise est très dynamique. Et je suis heureuse d'en faire partie. Voilà pour moi. Donc, avant de poursuivre, je vous proposerai de vous lire un extrait de mes flash fiction en français, parce que mon serbe, pas terrible, ce serait, l'arbitre me donnerait double faute, assurément. C'est la version française, elle est moins jolie, non, que la vôtre. Lequel est le mieux? La serbe, bien sûr. La serbe, hein? Je le trouve aussi. Mais on ne dira pas mon éditeur. Alors, une petite flash fiction de moi. Je vais vous mettre l'extrait en même temps à l'écran. Mon extrait. Si on peut la tourner, ça serait super. Voilà. Le culte du ressenti. Ils venaient de s'engueuler, à propos de rien, une fois de plus, décidément. Elle voulait changer la petite lampe noire de place. Il tenait mordicus à ce qu'elle reste à sa place, sur le buffet. Prise d'un vif sentiment d'étouffement, elle avait souhaité rentrer chez elle, sauf qu'elle y était déjà. Voilà. Vous êtes un dur public. La prochaine fois, je viendrai avec mon animateur de foule, comme dans les talk shows. Alors, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, ça. À la question de savoir qui est un Québécois, la réponse est parfois un Américain qui parle français. Ah ouais, tout est pensé, hein? Ah, je suis bien préparée quand même. Bon, lui, il pensait voir Novak. Le continent américain est peuplé de plus de 700 millions d'habitants. On y parle 4 langues officielles. L'espagnol pour la majorité de l'Amérique latine, l'anglais parlé par les 300 millions d'habitants des États-Unis et du Canada anglophone, le portugais que parlent 150 millions de Brésiliens et, comme une goutte d'eau dans l'océan, le français, parlé seulement par 7 millions de Québécois et Canadiens francophones. Or, le français parlé au Québec est bien différent du français de France, et il ne s'agit pas que d'une question d'accent. Il ne faut pas se baser sur mon accent, parce que moi, je suis allée à l'école internationale, j'ai un autre accent. Je n'ai pas l'accent... Je peux essayer de vous faire l'accent québécois, attendez. Je vais essayer l'accent québécois, d'accord? Si, au départ, il y a quelques décennies, les secteurs culturels, politiques et administratifs adoptaient souvent une langue calquée sur celle de Paris, les choses ont rapidement changé et le peuple, lui, choisit plutôt une langue qui s'écarte de plus en plus de cette norme, une version du français plus orale, plus colorée. Je le perds. J'essaie de le faire et je le perds. Il y a aussi le joual auquel je reviendrai. Alors, comment ce phénomène se traduit-il en littérature? Un rapide coup d'œil jeté dans les librairies
québécoise nous prouve déjà que quelque chose ne tourne pas rond. Les immenses rayons des librairies intitulées littérature, fiction, romans, essais, poésie, critique littéraire contiennent des livres en français rédigés par des Français. Les textes des écrivains québécois, eux, se retrouvent regroupés sous le titre de littérature québécoise dans les étagères du fond, sans catégorie de genre, pêle-mêle. On met ça au fond, officiellement pour des raisons commerciales. En fait, pendant longtemps, les auteurs québécois ont été encouragés à produire une littérature qui mettait en valeur des spécificités américaines, le road novel, les grands espaces, la tendance à la linéarité dans le récit. La foi dans le mythe américain, ou bien au contraire sa caricature. Et dès qu'une œuvre s'écartait de ces normes, elle risquait soit de ne pas être reçue ou d'être corrigée en bon français, parce qu'elle était considérée comme mal écrite. D'où les réactions révoltées des intellectuels québécois qui réclament le droit à un vocabulaire spécifique. Voici quelques exemples. L'écrivain québécois, pas que l'écrivain, le québécois, n'invite pas à dîner, mais à souper, parce que ce terme désigne le repas du soir depuis des générations. Il ne va pas à la chasse à l'élan de l'Amérique. C'est pas un élan d'Amérique, hein, ça. Il ne va pas à la chasse à l'élan d'Amérique, mais à la chasse à l'orignal. Il ne monte pas à l'étage, mais au deuxième. Il ne va pas à la toilette, mais à la salle de bain, etc. Dans les années 60-70, la gauche littéraire, représentée dans une large mesure par des jeunes écrivains montréalais, André Major, Paul Chamberlain, Pierre Maheu, s'est enthousiasmé pour ce qu'on appelle le joual. Il s'agit d'un sociolecte ouvrier provenant des quartiers populaires de Montréal. Une idée du joual. On va encore avoir le message Adobe de votre copie piratée, mais bon. Alors, ça, c'est du joual. L'extrait qu'on a au tableau est un passage du roman humoristique « C'est à ton tour, le rocadieu » de Michel Tremblay. L'action se passe dans la salle d'attente d'un gynécologue où les femmes du peuple passent des heures interminables à radoter et à répandre toutes sortes de calomnies contre leurs voisins et connaissances du quartier. Je veux bien vous lire une partie de l'extrait, mais je ne pense pas que tu vas pouvoir faire la traduction simultanée. Moi, personnellement, le monsieur Blanchette en question, là, il m'énerve. Mais je suis la seule, parce que tout le reste de la gang de folles sont pas mis dessus. Premièrement, moi, un homme qui vient voir une gynécologue 1 ou 2 fois par mois, je trouve ça bien curieux. Mais il paraît, ça c'est Lucille qui le dit, qui connaît le docteur depuis qu'ils sont allés à l'école ensemble, puis toute la chibagne. Mais ça, c'est ce qu'a dit elle, puis c'est ce que les autres craignent, parce qu'ils sont pas mis sur lui. Mais moi, je le soupçonne d'avoir des maladies de femme, cet homme-là. Je sais pas quelle maladie de femme peut bien avoir un homme, mais s'il y en a une, il doit l'avoir. Lui, je suis sûre. Je le trouve un peu trop fin, un peu trop poli, un peu trop propre, un peu trop tiré à 4 épingles, puis un peu trop souriant à mon goût. C'est tout. J'arrête là. Mais cet écrivain, Michel Tremblay, c'est le Joko de la littérature québécoise. Il a été traduit, je ne sais pas comment, en 26 langues, qui lui ont valu le prestigieux prix Jacques Cartier, une trentaine d'autres prix littéraires, 3 doctorats d'honneur, ainsi que 2 des plus hautes distinctions décernées en pays francophones, soit Chevalier de l'Ordre de France et Chevalier de l'Ordre national du Québec. Il fait plutôt figure d'exception sur le court de la littérature locale.
La tentative de n'écrire qu'en joual et d'ériger progressivement ce sociolecte au statut d'une langue nationale a rapidement montré ses limites. Une partie considérable du lectorat ne les comprenait pas bien et ne se reconnaissait pas dans les personnages, si bien que la lutte originellement destinée à enrichir la langue a paradoxalement mené à un nouvel appauvrissement de cette même langue. Placer le joual au centre de la littérature revenait en fait à la priver d'une variété de styles qui faisait la richesse de cette langue. Donc voilà donc une des batailles que le français québécois a menées contre le français, disons, international. Si cela s'arrêtait là, ce serait déjà beaucoup. Mais il faut savoir que le français lutte aussi contre l'anglais pour une place de choix dans le paysage littéraire québécois, canadien. Et à ce sujet, je ne saurais trop me prononcer, mais une chose est sûre, il est plus fréquent que les œuvres canadiennes anglophones soient traduites vers le français plutôt que l'inverse. L'écrivain québécois se voit donc confiné à un minuscule marché et à un public très restreint. Difficilement reçu en France, il n'est pas souvent traduit en anglais et donc ne trouve pas un grand bassin de lecteurs. Et donc on revient à notre prémisse initiale, c'est-à-dire comment, en fait, les écrivains québécois ne vivent pas de leur plume. Seulement 9% des écrivains québécois vivent de leur plume. Tous les autres font autre chose. Alors, comment les choses évolueront-elles, je ne le sais pas. Mais comme nous sommes un peuple bien jeune, et comme nous avons le rêve américain, tout est permis, il est permis de croire que tout peut arriver. Alors, j'aimerais vous lire un autre extrait de ma flash fiction, parce qu'il faut quand même revenir à moi. Hein. Mais je ne l'ai pas. Donc, pour votre bon plaisir, je vous remets ça. Alors, page 15. Le titre. Dissection. Il y a des jours où rien ne va. La mine du crayon se brise, perçant le papier. Le soleil se cache. Tu es de mauvaise humeur. Il n'y a plus de cigarettes. L'été tire à sa fin. Le chat tourne en rond. Je suis distraite, donc maladroite. Il y a de ces jours où l'on ne fait rien de bon et où l'on a la vive impression d'avoir perdu notre temps. Ces jours-là, je prends un bain. Toi, tu sors, me laissant une note, parti acheter un taille-crayon. Merci. Alors, en terminant, je voudrais dire que de la littérature serbe, je ne connais que la pointe du iceberg, l'évident pont sur la rivière Hydra. Je me réjouis d'en découvrir davantage. Ces jours-ci, je lis le dictionnaire Kazan que j'ai downloadé avant de partir et le Sablier de Danilo Kish, mais la version anglaise, The Hourglass. Je n'ai pas trouvé la version française, elle est épuisée. Donc... Mais lors de mes différentes activités de promotion dans les différentes villes de la région, j'ai recueilli des suggestions, plusieurs recommandations de lecture serbe contemporaine et notamment de voix féminines. Alors, si vous en avez, vous n'hésitez pas à m'écrire ça sur un bout de papier parce que je suis très curieuse. Chaque littérature a ses propres couleurs et ses univers originaux, teintés par l'histoire d'un peuple, d'un pays. La littérature québécoise n'échappe pas à ce principe et j'espère que vous aurez aussi l'occasion d'en lire et de découvrir mon travail, bien sûr, mais aussi celui de d'autres têtes de série, des auteurs prolifiques et talentueux issus de ma province natale. Car, si Joko a dit « Nous sommes Serbes et le resterons toujours », les Québécois francophones, les romanciers francophones éprouvent le même sentiment envers le Québec. Merci de votre attention.